Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour sur Bismart en direct à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les actualités financières de la mi-journée avant la grande édition du soir. 1 heure cette fois-ci pour revenir sur la tendance et les enjeux des marchés financiers. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Smart Bourse sur bismart.fr en replay, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, la Chine assouplit sa politique en matière de restrictions Covid, mais aussi vis-à-vis de son économie et plus particulièrement vis-à-vis du secteur immobilier. Le gouvernement chinois a annoncé ce week-end 2 séries de mesures. Une première série de 20 mesures qui allègent légèrement les restrictions en matière de Covid sur le territoire, notamment à l'encontre des voyageurs étrangers qui pourront effectuer des quarantaines réduites de 2 jours à leur arrivée sur le territoire. Tandis que certaines délégations d'affaires pourront même être exemptées de quarantaine si elles restent dans un univers protégé et sous certaines conditions. Les conditions de vol sont également un peu assouplies, alors que la Chine pouvait jusqu'à présent mettre un arrêt brutal à une ligne si celle-ci présentait trop de cas de Covid à l'entrée en Chine. La deuxième série de mesures présentées par le gouvernement chinois, au nombre de 16, cette fois-ci se concentre sur l'économie chinoise et prévoit notamment un soutien au crédit des promoteurs immobiliers en difficulté afin de reprendre et finaliser des constructions à l'arrêt qui avaient elles-mêmes un impact sur le remboursement des crédits des propriétaires concernés et non livrés. Nous commenterons l'impact de cet assouplissement dans un instant sur le plateau de Smart Bourse. Nous reviendrons également sur la politique monétaire de la Fed dans cette émission, alors que les marchés financiers ont applaudi vendredi la statistique d'inflation plus faible que prévue aux États-Unis pour le mois d'octobre. Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a de son côté réagi en rappelant que le cycle de hausse de taux de la Fed est loin d'être terminé et que celle-ci ne se basera pas sur une seule statistique pour y mettre fin. Mais il a également concédé que les futures hausses de taux pourraient se faire à un rythme plus modéré. Le marché semble actuellement pricer une prochaine hausse de taux de 50 points de base, ce qui est venu d'ailleurs donner un petit peu d'oxygène au marché actions vendredi. Nous commenterons cette situation dans Smart Bourse dans un instant avec nos invités. Et puis nous finirons cette émission comme tous les lundis avec le quart d'heure américain où nous irons retrouver à Washington Pierre-Yves Dugas, notre correspondant. Un quart d'heure américain où nous décrypterons ensemble ces élections de mi-mandat aux États-Unis alors que les résultats actuels montrent que le camp des démocrates garde sa majorité au Sénat, mais qu'aucun des deux partis n'a pour l'instant obtenu de majorité au sein de la Chambre des représentants. Des résultats dont nous analyserons évidemment l'impact sur l'économie américaine et sur les marchés financiers. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons tout de suite avec Planète Marché pour décrypter l'actualité économique, politique et surtout financière. Pour en parler ce soir et pour commenter cette riche actualité, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Axel Bott, stratégiste international chez Ostrum AM. Bonjour Axel Bott. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir également d'accueillir Sandra Servat, directrice adjointe de la gestion sous mandat chez Ports-en-Par BNP Paribas. Bonjour Sandra Servat. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau et nous avons le plaisir d'accueillir également Gilles Bazissière, président d'Equity GPS. Bonjour Gilles Bazissière. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc à tous les trois. Beaucoup d'actualités à commenter ce soir. Un assouplissement en Chine, que ce soit sur la politique zéro Covid ou en matière de mesures de soutien à l'économie, la réaction des marchés à l'inflation et la potentielle réaction de la Fed à l'inflation américaine. On va peut-être commencer avec vous, Axel Bott, sur le dossier chinois, si je puis dire. 2 nouvelles sont arrivées jusqu'à nous. Une première sur un assouplissement de la politique zéro Covid menée par le gouvernement chinois et une deuxième sur un soutien un peu plus marqué du gouvernement chinois à son économie. La première question que ça peut poser, c'est déjà est-ce qu'on est face à un revirement chinois par rapport à ce qu'on pouvait entendre jusqu'à il y a quelques jours et comment est-ce qu'on peut interpréter cet assouplissement ? Effectivement, en tout cas sur la politique zéro Covid, c'est un petit peu un revirement par rapport à ce qu'on connaissait avant et ça intervient alors même que les cas sont en hausse en fait en Chine. Donc c'était vraiment quelque chose qui était assez surprenant de voir ça survenir, je crois, vendredi dernier.
on peut imaginer qu'ils sont arrivés au bout de cette logique. Elle commence à être extraordinairement coûteuse en termes d'activité. On peut imaginer aussi que l'entrevue avec Olaf Scholz, il n'y a pas si longtemps, a été un petit peu le moyen d'essayer peut-être de s'assurer un approvisionnement en vaccins BioNTech. Et donc, d'autant que l'Allemagne a aussi un intérêt à rétablir un petit peu cette relation. Bien sûr, des relations avec la Chine. Avec la Chine, puisqu'ils sont les plus exposés parmi nos économies européennes. Donc, on voit qu'il y a après le Congrès qui traduisait peut-être un sentiment de repli de la Chine et un durcissement du régime, le Congrès est passé et on a de nouveau une très bonne nouvelle en termes de réouverture peut-être de l'économie chinoise, peut-être de la politique étrangère. On sait qu'il y a l'entrevue avec Biden aussi. Je pense que c'est un signe qui est également très important pour l'économie chinoise. Et on l'avait vu du point de vue des marchés, dès qu'on avait eu cette rumeur de modification de la politique zéro Covid, ça avait eu un impact immédiat sur la bourse. Peut-être qu'ils n'ont pas été aussi insensibles à ce changement de sentiment qui fait que la Chine, pour beaucoup, était devenue quelque chose qu'on voulait plus, sur lequel on ne voulait plus investir en raison de la politique envers la tech, envers la politique zéro Covid. Ça, c'était des choses qui étaient très mal perçues du point de vue de l'étranger. Donc ça démontre quand même une inflexion assez forte dans la politique du ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience en Chine de la nécessité d'avoir des capitaux étrangers ou des investisseurs étrangers sur le territoire, c'est ça? Ou d'avoir peur d'être mis au banc de l'économie mondiale? Oui, en tout cas, ils faisaient face à la faiblesse du yuan, c'est en partie lié aux sorties de capitaux, c'est-à-dire aux moindres investissements étrangers vers la Chine, mais aussi aux fuites de capitaux des épargnants chinois vers, là où c'est possible, tous les marchés qui peuvent accueillir cette épargne. Et ça se fait en parallèle aussi de mesures sur l'économie interne. Ils avaient un incendie à éteindre qui était celui des boycotts des paiements des mortgages. Ils ont finalement ils vont autoriser les promoteurs à utiliser l'argent des préventes pour un petit peu restructurer leur dette. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va avoir un impact assez fort et bénéfique pour l'économie chinoise. Boycott du paiement des mortgages, c'est des propriétaires qui étaient non livrés du coup et qui refusaient de rembourser leur crédit. Oui. Exactement. Oui. Et donc ça pouvait créer un effet systémique sur le crédit chinois qui était déjà pour le coup mis à mal avec ces promoteurs qui étaient surendettés. C'est ça. Et donc, il fallait absolument circonscrire ce problème bancaire potentiel. Alors, ça a des effets induits déjà. On voit sur les matières premières. Le cuivre est quand même remonté assez violemment. Donc, il y a du bon et du moins. Bon, le retour de la croissance, ça va aussi avoir des effets de feedback, un petit peu de retour sur le reste des économies mondiales. Mais c'est globalement une très bonne chose. Bon, alors ça pose pas mal de questions. On va continuer avec Sandra Serva dans un instant. Juste avant, Axel Bott, une dernière question quand même, puisqu'on a, j'ai envie de dire, décrypté un petit peu avec vous la situation chinoise actuellement. Est-ce qu'on peut parler, on parle d'assouplissement, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à parler de premières mesures de relance de la part du gouvernement chinois? Oui, je pense que c'est cette nature, c'est sûr. Je pense qu'on... Eh ben, on va en parler avec vous à présent. Sandra Serva, déjà, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que nous a dit Axel Bott? Et comment est-ce que vous voyez cette politique du gouvernement chinois qui, il y a encore une semaine, nous disait il y a peut-être des rumeurs très bien, mais en tout cas, nous, on n'a pas pris la décision de réouvrir nos économies. Et encore, à l'époque, on parlait potentiellement d'une réouverture en mars. Et ce week-end, enfin effectivement vendredi, donc ce week-end en France, en tout cas, le gouvernement annonce une série de mesures pour finalement assouplir, donner un peu de souffle à son économie. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Comment est-ce que vous voyez les choses, Sandra Serva? Alors, je suis complètement d'accord avec Axel. C'est déjà un bon point. Après, je dirais peut-être même un cran au-delà. Pour moi, c'est le game changer sur le marché pour anticiper potentiellement un rebond, une pérennité dans le rebond, en tout cas d'ici fin d'année. D'accord. C'est deux volets. Il y a l'aspect... alors, moi, j'ai mes lunettes investisseurs européens. Bien sûr. Effectivement, on a à la fois le volet politique sanitaire qui est... Alors, favorable pour relancer la consommation en Chine. Donc là, c'est effectivement, ça fait 2 ans que les consommateurs chinois sont sous cloche. On le voit dans les différentes stats. Il y a à peu près 2 ou 3 semaines, on a les ventes en ligne qui ont été publiées qui étaient quasiment à tonne. Là, on a a priori pas les chiffres encore d'Alibaba qui ont été publiés sur le fameux Single Day. Généralement, dès que le Single Day, c'est l'équivalent du Black Friday pour, bien sûr, oui, complètement. Pour Alibaba.
Généralement, dès le lendemain, ils annoncent des chiffres astronomiques. Mirobolant d'année en année, Voilà, c'est ça. 74 milliards de transactions. Bon, cette année, on ne l'a pas eu, on l'attend, on est un peu sur notre fin. Mais c'est vrai que voilà, il faut aussi relancer la consommation, donc assouplir la politique sanitaire. Et puis, de manière tout à fait opportuniste, effectivement, pour un investisseur européen, c'est un gros relais de croissance qui avait été coupé pendant pratiquement 2 ans. Je pense à des secteurs qui ont un petit peu eu des difficultés ces derniers temps et qui reviennent en grâce, le secteur du luxe, par exemple. Bien sûr, dont pourtant les résultats, lorsqu'ils ont été publiés pour le 3e trimestre, n'ont pas montré de faiblesse à cause d'une économie chinoise fermée. Exactement. Déjà, à partir du Q2, on avait eu vraiment le ralentissement de la Chine sur les Q2 des groupes de luxe. Le Q3, c'était finalement moins mauvais qu'attendu. On était globalement flat ou légèrement aussi pour les grands groupes, notamment les grands groupes français. Je ne citerai pas les noms, mais vous les avez tous en tête. Bien sûr, oui. Donc, il y a eu quand même des relais de croissance assez significatifs, notamment avec la zone euro qui a repris le relais et la zone US, mais le trou dans la raquette chinois, on le sent, il est encore là. Donc c'est vrai que si on a une relance et en tout cas une inflexion de la politique sanitaire en Chine, on va avoir des grands gagnants. On l'a vu, ça fait pratiquement 2 semaines déjà qu'on a un marché du luxe ou un secteur du luxe qui est en train de reprendre des couleurs. Quand on a eu les annonces vendredi et même jeudi, on a eu des rebonds assez spectaculaires de toutes ces valeurs étiquetées Chine. Il n'y a pas que le luxe, il y a d'autres boîtes, je pense en tout cas sur les valeurs françaises, les Essilor dont le levier de croissance est également en Chine, des Schneider où une grande partie du marché est également en Chine. Donc voilà, il va y avoir des choses positives. Quand on regarde un peu la pondération de ces grosses boîtes dans le CAC, à mon avis, on peut avoir un CAC flat d'ici la fin de l'année si le marché donc ça peut continuer à alimenter le rebond sur le CAC 40 notamment. Le marché achète la rumeur, donc tant qu'il y a encore de la rumeur, globalement le marché peut continuer à acheter. Après, il y a le deuxième volet, là je suis complètement d'accord avec Axel, qui est la partie effectivement construction, plan immobilier. C'est un vrai plan de relance, on ne va pas se cacher derrière les mots. Il relance la machine à la fois au niveau de la consommation et puis au niveau de l'industrie et de l'immobilier et de la construction. C'est 40% du PIB, un marché qui a été, qui est sclérosé depuis maintenant plusieurs mois, voire années. Donc c'est massif. En revanche, là où je rejoins Axel, c'est sur le côté un peu compliqué ou les pressions inflationnistes qu'on peut avoir sur les matières premières dans un contexte où l'inflation est mondiale, où les banques centrales... Oui, ça vient rajouter de la demande alors qu'on a un problème d'offre. Ça vient brouiller un peu ou complexifier un petit peu le travail des banquiers centraux. C'est le seul petit élément négatif, mais all in all, je pense qu'a priori, c'est plutôt des bonnes nouvelles et on croise les doigts pour que le marché, en tout cas, mette ses lunettes roses et puis anticipe et price ce rebond d'ici la fin de l'année. Et pour que la rumeur dure un petit peu, pour que le rebond puisse continuer avant potentiellement d'avoir la nouvelle, c'est ça ou... Potentiellement, mais peut-être qu'on prendra la nouvelle, mais ce sera en 2023. En tout cas, pour l'instant, voilà, effectivement, le marché a envie de payer cette nouvelle et puis la Chine est assez avare quand même dans les données, donc c'est un peu au compte-gouttes. Est-ce que ça peut alimenter comme ça entre novembre et décembre? C'est un petit peu le scénario qu'on a. On continue avec vous, Gilles Bazissière, avec la question qui est sous-entendue par la réaction des marchés. C'est est-ce qu'une réouverture fin 2022 de l'économie chinoise, ou en tout cas un assouplissement, que ce soit sur une politique zéro Covid ou un assouplissement dans son soutien à l'économie, peut remettre en cause des scénarios récessifs en Europe ou aux États-Unis, comme on l'entend régulièrement à présent de part et d'autre de l'Atlantique? Avant de répondre à votre question, je voudrais... rajouter quelque chose sur la Chine elle-même, d'allocation d'actifs globale. Donc nous, vous savez, on aime bien donner des ratings de 0 à 10 sur toutes les actions, tous les secteurs, toutes les géographies. Et on a les pays émergents et la Chine en particulier, mais le Brésil également, qui est dans une situation pas inintéressante selon nous, ont des ratings très élevés. Alors, ces ratings très élevés s'expliquaient par la forte baisse des cours des actifs, mais une forme de résistance quand même dans leurs résultats. Si on prenait le marché des valeurs chinoises en globalité, d'accord, et une relative résistance, même si récemment, en termes de leur dynamique de perspective relative. Donc, ce qui faisait qu'on avait un marché chinois à au-dessus de 8 sur 10, 8 ou 9 sur 10. Ça veut dire qu'il est valorisé aussi faiblement, donc attractivement, pour les acheteurs éventuels, comme il l'a été seulement dans 10, 15 ou 20% des cas dans le passé. Et donc avec un marché chinois qui fonctionnait bien parce qu'il y avait beaucoup d'exportations ou parce qu'on avait une forte demande intérieure? En fait, les exportations avaient un petit peu baissé, mais quand même, il y avait quand même toujours des flux d'activité assez importants. Et puis, oui, une consommation intérieure qui, même si elle est moins rapide qu'on ne pouvait l'espérer en termes de transition vers le service, vers les services,
la bascule de l'économie chinoise vers des secteurs et des types d'activités plus résilients, à plus forte valeur ajoutée et de type PNB américain ou français en Europe. Bien sûr. Oui. Beaucoup de services se fait de toute façon et c'est la tendance à très long terme. Alors maintenant, il ne s'agit pas de dire nécessairement qu'il faille acheter le marché chinois pour les investisseurs. Ça dépend si on a les valeurs chinoises ou pas en direct dans son univers investissable. Et ça, je dirais qu'il y a une dimension quand même qui est politique en la matière. On voit bien l'augmentation des tensions entre les États-Unis et la Chine. Le château d'eau mondial de l'épargne mondiale, ce sont les investisseurs institutionnels américains. Et on peut imaginer qu'il devient de plus en plus difficile dans un board, dans un conseil d'administration, de gros institutionnels, de fonds de pension, de défendre des pondérations élevées sur la Chine, compte tenu de la perception du risque à l'heure actuelle. Donc il n'y a pas qu'un sujet d'incertitude vis-à-vis d'une politique zéro Covid brutale quand on est investisseur, il y a aussi un sujet politique à prendre en compte. Et donc là, entre guillemets, la rencontre avec Joe Biden et Xi Jinping pourrait avoir un impact positif peut-être plus conséquent que la réouverture de l'économie vis-à-vis du Covid. Sans doute, s'ils s'échangent, je dirais, quelques mesures de détente visibles, ça pourrait confirmer et conforter ce qu'on vient de voir. Oui, sans doute. Et alors, je reviens au scénario récessif aux États-Unis ou en Europe. Alors, effectivement, chacun dans ces scénarios, il voit une récession technique ou parfois une récession un peu plus conséquente. Est-ce qu'une réouverture fin 2022 de l'économie chinoise pourrait venir remettre en cause des scénarios comme cela ? Possiblement quand même, parce que c'est quand même un gros poids dans l'économie mondiale. Après, mon sentiment, c'est qu'il ne faut peut-être pas l'exagérer parce que les pays occidentaux sont devenus quand même de moins en moins naïfs à l'égard du caractère parfois très agressif des exportations chinoises et également des politiques de substitution aux importations de produits domestiques, notamment dans les domaines les plus porteurs, comme les domaines des énergies vertes, des transports verts, etc. Et donc, l'exemple des véhicules électriques est un bon exemple à l'heure actuelle où les Chinois sont prêts à envahir l'Europe avant les États-Unis. Et ça va sans doute créer des sujets. Donc, on assiste quand même à une forme de démondialisation, une forme de repli quand même un petit peu dans ces frontières pour augmenter la chaîne de valeur et le sourcing dans des pays, dans des zones proches, moins lointaines, moins fragiles et donc incidemment un peu plus chères. Et ça nourrit l'inflation qui elle-même nourrit les politiques monétaires dont on parle. Donc je dirais qu'il n'y a pas un seul facteur à considérer en delta dans les perspectives à venir de l'économie mondiale et de l'économie européenne. Mais c'est une conjonction de facteurs dont certains sont un petit peu liés, il faut bien le reconnaître. Axel Bott, j'ai envie de vous poser la même question dans vos scénarios économiques pour 2023, pour 2024. Est-ce qu'une réouverture de la Chine est anticipée déjà, potentiellement ? Et est-ce que ça, alors effectivement, même si ça n'est pas le seul facteur, comme nous l'explique très bien Gilles Bazissière, est-ce que ça vient quand même peut-être remettre en cause une vision un peu trop négative de la croissance en 2023, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ? Déjà, la réouverture de la Chine, on l'avait pas prévu. En tout cas, on l'a pas encore pris en compte dans les projections. Pour ce qui est de l'Europe et des États-Unis, quand on par l'Europe... Donc, pardon, c'est une surprise. C'est une surprise, c'est plutôt une bonne surprise d'activité. Même si on avait déjà des signaux d'amélioration, ne serait-ce que le commerce transpacifique, on voyait bien que les chaînes logistiques s'étaient normalisées, donc il y avait déjà un peu moins d'obstacles au commerce mondial et ça allait déjà un petit peu mieux avant ces bonnes nouvelles. Pour ce qui est de l'Europe, on a aussi écarté, ou en tout cas on réduit la probabilité du pire. C'est-à-dire qu'avec les plans de soutien qui se prolongent en France, en Italie, en Allemagne, les 200 milliards qu'ils ont mis sur la table, les 80 milliards que vont coûter le bouclier tarifaire, on a quand même un amortisseur très fort à ce qui aurait été un frein très, très fort à la croissance en cas de nouvelles tensions sur les prix de l'énergie. On voit que ça s'est calmé, que
on a un peu réduit le scénario disruptif qui nous a fait peur pendant un temps. C'est un petit peu comme à chaque fois, quand tout le monde s'attend à une récession, elle a moins de chances d'arriver finalement, puisque tout le monde, quelque part, prend les devants. Et c'est peut-être ça aussi qui nous a permis, ou qui nous permettra, encore par le futur, d'en limiter l'impact. Limiter l'impact. Aux États-Unis, j'ai beaucoup de mal à croire à une récession forte. On a des facteurs de ralentissement localisés. Le marché du logement va se contracter immanquablement avec l'effet de la politique monétaire. Et pour autant, on sait qu'il y a toujours un déficit important de logement. Donc on ne sait pas si vraiment ça va entraîner une très forte chute de l'activité. La qualité de crédit des ménages est encore très bonne aussi. Donc, il y a, avec la dynamique du marché de l'emploi qui reste aussi très bonne. Donc, il y a des facteurs de soutien intrinsèques, endogènes à l'économie américaine qu'il ne faut pas négliger. Et malgré un équilibre politique qui est un petit peu moins facile pour le pilotage de la politique budgétaire, je pense qu'en cas de très fort ralentissement, on aurait les marges de manœuvre budgétaires pour contrer ce ralentissement. Donc, à la marge, je dirais par rapport à il y a 6 mois, on pense que la probabilité d'un scénario très défavorable sur le plan de l'activité, c'est quand même sensiblement réduite. Ça nous fait une transition toute trouvée, Axel Bott, avec du coup ce chiffre de l'inflation qu'on a découvert jeudi dernier. Donc un chiffre meilleur qu'attendu ou moins pire qu'attendu. Je ne sais pas quoi, tout dépend de la façon dont on a envie de présenter les choses. Mais donc 7,7% dans sa version globale, 6,3% sur un an en octobre dans sa version core, qui laisse entendre, ou en tout cas qui laisse espérer que l'idée d'avoir passé le pic d'inflation et potentiellement d'arriver sur une pente descendante en matière d'inflation et qui mécaniquement laisse espérer un changement de tempo ou un changement de rythme, en tout cas un changement d'intensité de hausse de taux de la Fed. Est-ce que la Fed a l'air de dire, ou en tout cas Christopher Waller a l'air de dire que c'est trop tôt pour entre guillemets, tirer des conclusions. Pour autant, les marchés ont l'air de considérer que c'est pas trop tôt. C'est-à-dire qu'on y est et que la prochaine hausse de taux sera de 50 points de base. Oui, alors ça, c'était déjà un petit peu dans les doses de septembre. Donc, disons, si la Fed fait 50 points de base, elle fait que se conformer à ce qu'elle avait prévu au mois de septembre. Je pense que Waller est totalement dans son rôle quand il met en garde contre le coup d'après déjà anticipé par les marchés. Je pense que les marchés sont allés un petit peu vite en effaçant la hausse supplémentaire qui avait été inscrite dans les projections de Fed Funds après le dernier FOMC, qui était résolument restrictif, avec un ton assez volontariste de Jerome Powell, qui laissait entendre que les projections de taux de la Fed en décembre allaient être un petit peu plus hautes que celles de septembre pour 2023. Donc là, les marchés ont déjà effacé 25 BP. Là où je ne suis pas très à l'aise avec la réaction du marché, déjà l'ampleur est quand même assez étonnante. Et deuxièmement, quand on dissèque un petit peu les chiffres d'inflation, on voit que la surprise à la baisse, elle tient essentiellement au prix de la santé, qui ont reflué de 0,5% sur le mois. Et au sein des prix de la santé, c'est les prix de l'assurance santé qui sont un bricolage infâme de statisticiens, où des retained earnings des compagnies d'assurance santé ont déduit leur pricing power, puisque le BLS n'est pas capable de véritablement suivre le changement de prix de toutes les polices qui sont très fréquents. Et donc, ce changement-là va être répercuté pour toute l'année qui vient, en fait. D'accord. Et donc, ça va retirer un demi-point de croissance. On va faire disparaître un demi-point de croissance des prix, d'inflation, à l'horizon de 12 mois. Donc, il y a des éléments un petit peu artificiels, non seulement dans ce chiffre-là, mais dans ceux qui viennent. Alors, la lecture assez basique que feront les marchés de chiffre headline va aller dans le sens d'une détente plus rapide. Je pense que la Fed connaît très bien ces problématiques. C'est très difficile d'estimer l'inflation. Il y a plein d'indices et il n'y en a aucun qui converge. Mais voilà, donc il y a quand même, je pense, il y aura un message de prudence du côté de la Fed vis-à-vis de ces mouvements statistiques qui sont parfois un petit peu artificiels. Donc voilà. Je pense ne crions pas victoire trop tôt, c'est votre message. Sandra Serva, même question, parce qu'effectivement, si on regarde le chiffre global de l'inflation, on avait quand même l'impression qu'on était sur un plateau depuis quelques mois, à 8,3, 8,4, 8,5%. Là, on a envie de voir une bonne nouvelle. Le marché a eu envie de voir une bonne nouvelle. Vous partagez cet avis qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt et qu'il faut décortiquer finalement l'inflation avant de s'attendre à un assouplissement de la politique, de la restriction monétaire menée par la Fed. Ah oui, complètement. Je dirais même une hirondelle ne fait pas le printemps. D'accord, oui. Rester dans la même thématique. Mais
Là, pour l'instant, le marché a envie de monter. Donc, quoi qu'il arrive, il a ses œillets roses. Et puis, il se dit, le pic est finalement derrière nous. Donc, ça a été un gros shoot d'adrénaline. Et globalement, on sait que les 50 points de base en décembre, c'est acté. Ça, il n'y a pas de suspense. La prochaine réunion est en février, si je ne dis pas de bêtises. Donc, là, le marché, a priori, espère peut-être une pause dans l'augmentation des taux. En tout cas, c'est pour ça qu'on a eu un rebond assez significatif. Ce que je noterais aussi, peut-être, c'est que c'est un ouf de soulagement. Alors, le marché, c'est une chose, mais en tout cas, pour Jérôme Powell, je pense que ça en sera un. Lui qui a été extrêmement critiqué pour sa politique monétaire qui a été tardive, son jugement erroné sur l'inflation qui est a priori seulement temporaire. Il a été énormément décrié et je pense que voir les premiers fruits de son travail arriver et se concrétiser, je pense que pour lui, ce sera certainement beaucoup plus facile, en tout cas, d'avoir le marché avec lui plutôt que contre lui. Donc, bon, déjà, ça, c'est dit. A priori, les critiques, d'ailleurs, pour Madame Lagarde sont globalement similaires. Les deux ont dégainé assez tardivement d'après le marché. Je fais une micro-parenthèse, mais en octobre, on a eu un rapport du FMI, du FMI, je ferai assez rapidement sur ça, qui expliquait, en fait, avec des modèles Kant qui analysent, expliquent, essayent de prévoir l'inflation. On n'en a pas forcément trop parlé, mais c'est des modèles qui essayent de décrire les déterminants conventionnels de l'inflation. D'accord. Et sur le dernier rapport donc, du mois d'octobre, on avait quand même 40 à 50% de données qui étaient inexpliquées. C'est-à-dire que le jump d'inflation actuel, ou en tout cas sur 2022, ne s'explique pas pour à peu près 40% pour les pays développés et à peu près 50% pour les pays en voie de développement. On n'y trouve aucune explication. On n'y trouve aucune explication, en tout cas conventionnelle. Donc, c'est des modèles qui sont dérivés de la courbe de Phillips, entre parenthèses. Donc bon, ça c'était juste pour la décharge de Jay Powell s'il nous entend et Madame Lagarde également. Donc en tout cas, le marché l'a pris plutôt positivement. Moi, ce qui m'interroge, je dirais que c'est un rebond qui nous ravit mais qui nous interroge plus, c'est-à-dire qu'est-ce qui a monté en fait sur ces deux journées, jeudi et vendredi. Alors c'est essentiellement la tech. Est-ce que c'est des rebonds de chat mort? Il y a eu quand même énormément de rachats de short. Donc le 7,5% sur le Nasdaq, il y a quand même aussi, donc, encore une fois, beaucoup d'artificiels avec des débouclements de short. Et puis, c'est toutes les valeurs à duration longue, donc sensibles au taux, les valeurs qui, en year-to-date, se sont fait écraser, et inversement, les défensives, entre autres, la santé & co, qui ont piqué du nez. Donc ça, sur les deux séances de jeudi et vendredi. Donc, on peut commencer à se poser la question, je pense que c'est beaucoup trop tôt, mais d'une potentielle rotation sectorielle, ou en tout cas voilà, peut-être de retour à la moyenne. Mais moi, c'est plutôt ce qui m'a interpellé, c'est pas tant le... Un retour vers les valeurs de croissance, par exemple ? C'est beaucoup trop tôt. Oui, c'est ça, c'est que ça fait 2 jours, c'est vrai. Voilà. Donc pour l'instant, on va pas s'enflammer. On a quand même énormément de rachats de short. Le 7,5 sur le Nasdaq, il est quand même assez massif, et on le voit dans les débouclements. On a eu des journées assez intense en termes de volume sur les dérivés. Donc, honnêtement, non. Je pense qu'on va être encore dans un contexte, même si les taux augmentent moins vite, ils vont rester stables à des niveaux élevés. Donc, ça reste quand même assez compliqué pour les valeurs de croissance, les valeurs chèrement valorisées. Mais voilà, il y a quand même peut-être des choses qui peuvent se préciser. Peut-être pas forcément encore une rotation sectorielle, des retours à la moyenne. Et voilà, qui peuvent en tout cas réduire la dispersion qu'on a eue depuis le début de l'année. Vous parliez de Jérôme Powell. Est-ce que vous pensez qu'il peut réussir son pari, entre guillemets, de réduire l'inflation sans trop grignoter sur la croissance américaine? C'est tout le mal que je lui souhaite et que je nous souhaite à nous. A priori, je pense qu'encore une fois, il faut pas se précipiter. Il faut voir le CPI est mensuel. Il faudra voir si ça confirme. Normalement, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, avec les mi-termes, on peut avoir justement un peu plus de facilité pour Jérôme Powell de pouvoir piloter seul, être le seul pilote dans l'avion pour pouvoir piloter son inflation et faire en sorte que les US et le monde atterrissent tranquillement en soft landing. A priori, c'est tout le mal, encore une fois, que je lui souhaite. Gilles Bazissière sur ce sujet Fed et inflation et réaction d'ailleurs des marchés obligataires qu'on a mentionné, qu'on a sous-entendu effectivement en le mentionnant également. Du coup, si je comprends bien ce qui a déjà été dit, il est trop tôt pour crier victoire et en même temps la Fed pour l'instant est dans son rôle et reste dans son rythme et avec peut-être une surréaction des marchés financiers sur 2 jours. Pour autant, on a quand même l'impression qu'il y a un changement de tempo qui est plus ou moins acté au sein de la Fed, c'est-à-dire qu'on aura d'autres hausses de taux, mais les 75 points de base sont normalement derrière nous. C'est ce qu'il faut déduire. Sans doute. Et mais je pense que le fait que les attentes se concentrent sur 50 bips pour de hausse à la prochaine réunion, c'est quand même c'est une grande victoire pour Jérôme Powell. D'avoir un marché action qui remonte autant
Alors qu'on en est quand même à 7,7% d'inflation. On n'est pas revenu à 2%. Hein. D'abord avec 7,5 et puis 6 encore, donc encore inflation. Oui, bien sûr. Très au-dessus de toute la courbe des taux, que ce soit les Fed Funds, les taux à 3 mois, à 2 ans, ou à 10 ans, ou même à 30 ans. Et tout ça dans une Fed qui crante une hausse des taux de 50 bips. C'est quand même beaucoup, 50 bips. Hein. Il faut bien voir que on est en train de monter à un rythme qu'on a rarement vu dans l'histoire, ou en tout cas dans l'histoire récente, de voir des remontées de taux courts. Donc c'est plutôt pas mal piloté par la Fed. Maintenant, il est pas illégitime d'avoir des mouvements de marché, des retours à la moyenne, des sous-secteurs qui étaient très shortés ou sous-investis par les investisseurs, très sensibles aux taux longs, qui remontent à la faveur de la baisse brutale aussi des taux longs. Mais sur les taux longs, il ne faut pas oublier qu'on est quand même en quantitative tightening, que la Fed vend régulièrement du 10 ans. Bien sûr. Et est content. Il n'y a pas que les hausses de taux, effectivement. De vendre du 10 ans, voilà. Donc il n'y a pas que l'inflation ou les projections de l'inflation encore qui jouent. Et ça, on a rarement vu dans l'histoire ces cas de figure. Et puis certes, on peut imaginer quand même que l'inflation décélère, que le rythme d'inflation décélère, mais et que au même moment où les taux courts continuent de monter en termes d'anticipation, mais le tout est la détermination de l'horizon temporel où les deux vont se croiser. Donc on est un petit peu dans ces anticipations-là. Donc c'est des anticipations de premier, voire de deuxième niveau, de plus de taux d'inflexion dans les attentes qu'autre chose. D'inflexion et pas d'inflexion dans les attentes d'inflation et dans les attentes de taux. Et tout ça aujourd'hui, si on regarde quand même aujourd'hui, on a quand même une courbe des taux aux États-Unis qui est inversée. Donc les 10 ans sont au-dessus, assez sensiblement, des 2 ans, des 3 mois. Même si les Fed Funds, on sait qu'ils vont remonter un petit peu en dessous des 3 mois rapidement. Mais la courbe des taux est inversée et ça, c'est pas extraordinaire quand même. En tant que tel, c'est pas un très bon signe pour l'évolution ultérieure de l'activité économique parce que ça influe sur les comportements des décideurs économiques et des allocataires, que ce soit des entreprises et des boards d'entreprises ou des investisseurs. Quand vous avez plus d'incentives à investir à court terme, à terme relativement court et sans risque, il faut quand même avoir beaucoup il faut anticiper des croissances très, très fortes et être certain de vous, encore plus certain de vous que d'habitude pour investir des choses risquées à moyen terme, à duration longue. Et ça, c'est vrai pour l'industrie autant que pour l'informatique. Ça peut être vrai aussi pour l'industrie pétrolière, d'ailleurs, qui est dans une situation très intéressante. Mais les comportements du ménage aussi sont impactés indirectement, même si c'est moins rationalisé par ces phénomènes de courbe des taux. Et pour que la courbe des taux actuellement redevienne normale, c'est-à-dire incitatrice à une activité économique robuste, il faudrait soit que les taux courts baissent, et pour ça, il faudrait que l'inflation baisse beaucoup, donc on ne verra pas tout de suite, ou que les taux longs continuent de monter, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en tant que tel, mais par contre, on risque d'avoir un effet à nouveau si les taux longs revenaient 13 au-dessus de 4, ce qui ne serait pas anormal, à notre avis. Ou possiblement en tout cas, on pourra revoir une situation où les durations les plus longues et le Nasdaq redeviennent faibles à nouveau en termes de cours. Un mot peut-être avec vous, Axel Bott, de politique américaine. Alors, effectivement, on a pu suivre, j'ai envie de dire, la majorité des élections de mi-mandat aux États-Unis, puisqu'il reste encore quelques résultats à obtenir. Mais globalement, on n'a pas vu la vague républicaine attendue. On a suivi la semaine dernière le fait que Donald Trump ferait une annonce cette semaine. On a l'impression que ça n'est plus un événement pour les marchés financiers. En revanche, le paysage politique américain tel qu'il se dessine à l'issue de ces élections de mi-mandat, alors on ne sait pas encore s'il y a possibilité pour les républicains ou les démocrates d'avoir une majorité à la Chambre des représentants. En tout cas, les démocrates ont la majorité au Sénat. La façon dont se dessine ce paysage politique américain, est-ce que on en revient à ce que nous disait Sandra Servat, c'est que finalement le seul qui pourra piloter la politique monétaire sera Jérôme Powell et il n'y aura plus en tout cas, il n'y aura pas de pression budgétaire sur la politique monétaire menée par la Fed.
Oui, en pratique, quand le Congrès est divisé, en tout cas d'une couleur politique différente de l'administration, c'est toujours le pays est en pratique un peu ingouvernable sur le plan budgétaire. S'il y avait un très fort ralentissement, je pense qu'il y aurait de toute façon un consensus pour qu'il y ait de la relance. Elle serait différente Bien sûr, suivant les deux camps, accentuée sur des baisses d'impôts, peut-être un peu plus de soutien public du côté démocrate normalement. Mais en tout cas, ça change. C'est pas, je pense pas que ce soit le gros problème du jour. Effectivement, Powell a peut-être un peu moins de pression. Il est possible qu'il y ait eu un deal pour agir très vite sur l'inflation avec Biden il y a quelques temps. Maintenant, ça risque d'être effectivement un peu plus du ressort de la Fed pour ce pilotage. On rentre de toute façon dans une période de fine-tuning, de ciblage un petit peu plus fin de la politique monétaire, de précision de la politique monétaire. Donc on va être comme ça. Je pense qu'on s'approche d'un statu quo, quoi qu'il arrive, sur les taux, sur le plan budgétaire. De fait, le statu quo, et dans la période avant le prochain congrès, on aura réglé, je pense, toutes les questions importantes du soutien à l'Ukraine qui devrait se poursuivre. Il y avait eu cette inquiétude, en cas de vague rouge, que le soutien à l'Ukraine soit remis en cause, devienne un enjeu de politique intérieure aux États-Unis pour obtenir du camp démocrate des concessions. Ce n'est pas le cas. Et même l'anatomie des résultats au niveau de la Chambre montre que c'est surtout là où ils ont réussi à bricoler les circonscriptions avec le découpage électoral qu'ils ont réussi à gagner des sièges à la Chambre, du point de vue des républicains. Donc c'est quand même un assez grand échec pour ce parti, alors que le mécontentement vis-à-vis de l'inflation les mettait dans une position qui était extrêmement favorable. Et qu'on entendait effectivement avant le début des élections, on pouvait lire ou entendre partout que globalement c'était des élections qui étaient toujours acquises aux opposants au gouvernement actuel. Oui, c'est très rare pour Biden de ne pas perdre plus que ça aux élections de mi-mandat. Alors ils vont probablement perdre la Chambre quand même, ça paraît quand même très difficile de maintenir la majorité, mais ils peuvent même gagner un siège au Sénat avec le runoff en Géorgie, et là ce second tour qui est un peu particulier en Géorgie. Donc finalement ils s'en sortent très bien. Donc globalement on peut considérer que c'est une défaite pour les républicains, mais que c'est pas un si grand événement que ça pour les marchés financiers, c'est ça? Non, et même parfois il faut être cynique. Quand le Congrès est un peu bloqué, ça évite un certain nombre de surprises, donc ça peut être un facteur de baisse de l'incertitude quelque part. Sandra Servat, j'ai envie de changer radicalement de sujet avec vous. Alors on a posé un contexte macroéconomique, on a passé beaucoup de temps à poser ce contexte macroéconomique. Si on regarde un petit peu du côté des entreprises, on a cette saison des résultats qui est en train de se finaliser, on a vu de nombreuses entreprises publier leurs résultats avec cette question globale, c'est d'un côté on constate que les résultats sont globalement résilients, alors pas pour tout le monde mais globalement résilients, de l'autre on y voit quand même des perspectives pour 2023 ou même pour le 4e trimestre 2022 qui laisse planer une incertitude vis-à-vis de la croissance de ces entreprises. Comment est-ce que vous avez vécu, je vous pose la question globale, puis je vous laisse me dire quels sont peut-être les secteurs que vous suivez ou autres, mais cette saison des résultats du 3e trimestre 2022? Alors, bon, elle n'est pas complètement terminée. Bien mais sûr, quand on regarde un petit peu les datas au global et qu'on essaye de trouver des points communs, le premier sujet, c'est que finalement, en termes de top line, c'était pas non plus, c'était pas la folie, mais c'était pas une catastrophe non plus. Globalement, parce qu'on a eu des effets prix qui ont été favorables. Généralement, la majorité des boîtes ont publié des top lines en ligne pour à peu près 50% du stock 600, avec des effets prix quasiment parfois du double de l'effet volume. Pas toutes d'ailleurs, et c'est là où ça va être intéressant de regarder celles qui ont missé en volume. C'est peut-être à exclure pour la dernière partie de l'année et l'année prochaine. Là où le bas blesse un petit peu plus, c'est sur les résultats. Résultats nets et résultats opérationnels, où on a pratiquement un tiers, on était largement en dessous du consensus. D'accord. Donc moins de bénéfices, c'est ça? Exactement. Oui. Exactement. Moins de marge. L'inflation des inputs a pesé quand même sur les comptes de résultats des boîtes, malgré, et là si je prends sur la partie européenne, malgré l'effet favorable du change, qui a été quand même un gros levier pour beaucoup de sociétés. Donc c'est pas un si bon cru que ça, mais bon, encore une fois, le marché ne s'attendait pas forcément à mieux. On a
a eu globalement des résultats et en tout cas des réponses de marché qui étaient plutôt flat, on dirait, dans une vision un peu macro. Maintenant, au niveau des secteurs, il y a quand même des grands gagnants et puis des grands perdants. Je vais plutôt m'apesantir sur les grands gagnants. Gagnants, c'est quand même plus intéressant. Le secteur pétrolier, mais ça, encore une fois, il fait consensus. Des résultats records. Ils ont réussi à mettre à profit, d'ailleurs, ces profits exceptionnels pour se désendetter. On prend une Total qui a divisé par 3 son coût de la dette, divisé par 2 sa dette, qui en plus de ça verse du dividende exceptionnel. Donc en plus, on a des pressions qui sont haussière sur le pétrole. Donc, a priori, il n'y a pas de sujet trop pour le secteur pétrolier. Les banques, là aussi, on a peut-être, à part KBC, où il y a du spécifique, globalement, les grandes banques ont très bien publié. On voit la puissance des taux d'intérêt sur les PNL des banques. Bien sûr, oui. Malgré des coûts du risque qui commencent à augmenter un petit peu, c'est balbutiant, mais il faudra quand même faire attention à ça. Mais mécaniquement, encore une fois, donc banque et assurance également, qui ont des sensibilités positives au taux, s'en sortent très très bien. Peut-être que là, il faudra, en tout cas pour les investisseurs pas forcément très investis ou en tout cas investis sur le secteur financier, se reposer la question et se poser la question. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même un secteur bancaire qui se traite sur des price to book de l'ordre de 0,5, 0,6, alors qu'on a, et j'ai regardé un petit peu en détail toutes les banques, des return on equity, donc des retours sur l'equity qui sont supérieurs au coût. Donc mécaniquement, on devrait avoir quand même une appréciation des price to book et en tout cas pas des price to book à 0,5, 0,6. Donc là aussi, un grand gagnant. Je vous passerai le détail du luxe, on en a parlé tout à l'heure, mais là aussi, c'était exceptionnel avec des guidance qui étaient plutôt favorables, surtout si on rajoute la planète Chine et qu'on l'aligne correctement, on devrait avoir de la même manière sur la fin de l'année des bonnes publications. Alors ça, c'est effectivement pour les résultats du troisième trimestre de cette année. Ouais. De manière plus générale, dans le contexte actuel, avec ce dont on a parlé, ce dont nous n'avons pas parlé également, qu'est-ce que vous regardez, vous, dans le contexte ? Alors, dans le contexte, déjà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va regarder si on a des retours à la moyenne de secteur ou si c'est des rotations sectorielles. Ça va être le gros point d'interrogation et je pense pour beaucoup d'investisseurs. Si on fait un micro-flashback et qu'on regarde ce qui s'est passé en septembre et en octobre, je prends ces 2 mois parce qu'ils sont très parlants en termes de performance absolue de marché. Septembre, historiquement baissier, et octobre qui a repris effectivement quelques points de perf. Il y a eu 0 rotation sectorielle. C'est-à-dire que les leaders à la baisse étaient aussi les leaders à la hausse. J'en parlais tout à l'heure, la tech, l'immobilier, et puis en tête de gondole, le pétrole, banque, assurance et entre autres les utilities et la santé pour la partie un peu plus défensive. Ce qui se passe depuis quelques jours, c'est ce que je disais encore tout à l'heure, c'est qu'on commence à avoir un frémissement et peut-être potentiellement une rotation sectorielle. Et c'est là où il faudra être très, très attentif. Il y a un secteur un peu ovni là-dedans, c'est l'industrie. Et je pense que c'est là où les stock pickers, en tout cas, vont devoir bosser, phosphorer, parce qu'il commence à se passer des choses et on voit vraiment, on est vraiment aux prémices d'un retournement haussier sur l'industrie, à l'image, j'en sais rien, on va dire des Airbus, pour rester franco-française. Airbus qui a été une des premières à être attaquée comme tout le secteur et qui est en train de revenir sur le devant de la scène. Mais tout le secteur en fait est porté en ce moment, ce qui est assez contre-intuitif et peut-être un peu paradoxal si on price en 2023 potentiellement une récession. Toutes les valeurs cycliques qui sont complètement décotées. On a des décotes qui sont historiques entre les défensives et les cycliques. On est sur des points plus bas que 2009. Donc bien sûr, oui. Il y a quand même une aberration ici et en même temps un marché qui n'a pas forcément envie de pricer une récession non plus et qui pousse à la hausse le secteur cyclique. Donc c'est plus sur ça, je pense qu'il faudra être vigilant, déjà pour la fin de l'année, et puis après on verra pour 2023 ou pour la suite. Gilles Bazissière, même question rapidement, qu'est-ce que vous regardez dans le contexte économique actuel ? Nous on aime bien regarder en termes d'éléments macro qui ont un effet sur nos ratings. Bien sûr. Donc l'évolution des taux, d'une part, et d'autre part, et là... Or, nouvelle très bonne surprise et descente rapide du taux d'inflation, il nous paraîtrait raisonnable de garder des anticipations de taux longs, en tout cas assez élevés à l'avenir. Et un autre élément qui en spot joue beaucoup, c'est l'évolution des prix de l'énergie et du pétrole, c'est les prix des intrants. Et là, au même titre que des grands exportateurs peuvent bénéficier de la hausse de dollars, l'énergie se paye en dollars et c'est quelque chose qui est puissamment négatif sur les marges et le pouvoir d'achat, les marges des entreprises et le pouvoir d'achat de façon générale et générique.
Et donc c'est un facteur quand même qui, s'il perdurait ou s'il s'aggravait, pourrait être un peu négatif sur des secteurs autres que ceux qui ont été cités, sur lesquels on est également assez boule. Axel Bott, je vous pose rapidement la même question. Qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel ? Je pense qu'il y a toujours cette extrême sensibilité des marchés aux petites bonnes nouvelles. Je pense qu'il prend les bonnes nouvelles de façon bien meilleure que les. Et il les étire. Ouais, il les étire un petit peu. Cette semaine, on a par exemple le CPI canadien, donc l'indice des prix canadiens. Et comme la Banque centrale avait déjà pris un petit pari sur l'inflation, est-ce que ce sera une confirmation de la réaction post-CPI américain avec, marché qui valide en fait un rythme de resserrement qui décélère un petit peu, ou est-ce que ça remet en cause justement cette dynamique ? Ce sera ces petites choses. Je pense que le sentiment de marché est critique à court terme. Le marché a envie de monter. On verra s'il se heurte à quelques problème. Merci beaucoup Axel Bott. Je rappelle que vous êtes stratégiste international chez Ostrum Asset Management. Merci Sandra Serva. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de la gestion sous mandat chez Ports en Par BNP Paribas. Et merci Gilles Bazissière. Je rappelle que vous êtes président d'Equity GPS. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Marché à thème. De retour dans Smart Bourse, c'est à présent l'heure de notre quart d'heure américain. Nous allons ensemble revenir sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. Nous allons tenter de décrypter le résultat des élections et de comprendre leur impact sur l'économie américaine ou sur les marchés financiers. Pour cela, nous avons le plaisir d'être en duplex avec notre correspondant américain, le correspondant américain de Smart Bourse, Pierre-Yves Dugas. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Nicolas. Merci de nous accompagner dans Smart Bourse en direct depuis Washington. Les investisseurs peuvent suivre depuis un peu moins d'une semaine à présent les élections de mi-mandat aux États-Unis. Les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais on a des tendances, notamment au Sénat où les démocrates conservent leur majorité. À la Chambre des représentants, c'est plus complexe actuellement pour comprendre si une majorité se dessine. Aucun des deux partis n'a pour l'instant une majorité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le bilan, quelles sont les leçons de ce scrutin de mi-mandat, Pierre-Yves Dugas ? Écoutez, je peux essayer. D'abord, je peux commencer par vous donner le score à l'heure où nous nous parlons. Les Républicains sont à 212, les démocrates à 204. Je parle du nombre de sièges très vraisemblablement attribués à la Chambre des représentants. La majorité est à 218, donc il manque encore 6 sièges aux Républicains pour avoir la majorité. Et une quinzaine de sièges sont encore incertains, en particulier sur la côte ouest des États-Unis et en Californie. Donc, si tout se passe comme prévu, et c'est un grand si, parce qu'on a eu beaucoup de surprises depuis mardi, les Républicains vont de justesse obtenir une courte majorité à la Chambre des représentants et on sait qu'ils n'auront pas la majorité au Sénat. La question est de savoir si les démocrates obtiendront 1 ou 2 sièges majoritaires au Sénat. Tout dépendra de ce deuxième tour en Géorgie. Alors, c'est une déception pour les Républicains. C'est d'autant plus surprenant que si on regarde le total des voix exprimées, il y a plus de gens qui ont voté républicain que de gens qui ont voté démocrate. Il y a 5,5 millions au moins de républicains qui ont voté en supplément par rapport au volume de vote démocrate. Les comptes sont assez faciles à faire et moi j'aime expliquer la chose pour quelqu'un qui ne connaît pas les complexités Bien sûr. Peu anachroniques du système électoral américain, de prendre l'exemple de la Géorgie, parce que nous en parlions la semaine dernière avec Grégoire, les Américains votent sur une trentaine de questions, leur bulletin de vote fait plusieurs pages et ils peuvent donc panacher les choses. Les Géorgiens en particulier devaient répondre à 2 questions, mais à bien plus, mais 2 questions importantes. Voulaient-ils que leur gouverneur républicain soit reconduit ? Et voulaient-ils que leur sénateur soit un démocrate, le démocrate sortant, M. Warlock, ou bien le candidat républicain ? Le gouverneur sortant de Géorgie a été reconduit, c'est un républicain, il a été reconduit avec plus de 53% des voix. Tous ces gens qui ont voté républicain pour le gouverneur n'ont pas voté républicain pour le sénateur. Le candidat au sénatorial du Parti républicain n'a que 48%. Donc il y a une grosse différence, ça veut dire 200 000 voix de différence. En Géorgie, qui est un État conservateur, qui est un État qui très longtemps a été républicain, qui maintenant est encore un peu en train de changer,
eh bien, il manque beaucoup de voix dans le camp républicain pour un candidat qui était en fait un candidat choisi par Donald Trump, adoubé par Donald Trump, activement soutenu par Donald Trump et qui était loin de séduire les républicains centristes et encore moins les indépendants. Je rappelle un point important sur ces étiquettes, c'est que dans la plupart des États américains, quand on s'inscrit sur les listes électorales, on doit s'inscrire soit comme républicain, soit comme démocrate, soit comme indépendant. Dans certains États, ça n'est pas le cas. C'est important de le faire si l'on souhaite participer aux primaires. Et c'est la raison pour laquelle on demande aux électeurs de se déclarer a priori affiliés à tel ou tel parti. Quand on parle des indépendants, ce sont des gens qui se sont inscrits sur les listes électorales en tant qu'indépendants et qui n'ont pas d'obédience particulière à l'égard des démocrates ou des républicains. Cette catégorie-là d'électeurs américains a été clairement écœurée par le populisme et par les candidats choisis et soutenus par Donald Trump. Le Parti républicain aurait largement dû gagner ces élections. Tous les sondages génériques montraient que l'électeur américain avait envie de voter républicain, mais il y avait au milieu, très souvent, mais pas toujours, des candidats trumpistes, des candidats populistes, et ça a considérablement handicapé les républicains. Donc on peut parler d'une défaite républicaine presque, alors qu'il pourrait avoir une majorité à la Chambre des représentants. Ça n'est pas encore fait, mais ça reste une possibilité. Et ça ne serait à mettre que sur le compte, effectivement, de Donald Trump, Pierre-Yves Dugas. Pas uniquement, mais en grande partie. D'autres facteurs sont intervenus. D'abord, alors c'est facile de le dire aujourd'hui, il y a une semaine, on ne le disait pas, et moi en premier. Les Américains sont traumatisés par l'inflation. Les Républicains sont partis du principe que comme l'Américain moyen était en colère sur l'inflation, il allait voter républicain. Il aurait probablement fallu que les Républicains expliquent à leurs électeurs potentiels ce qu'ils avaient l'intention de faire pour lutter contre l'inflation. La colère et l'attribution, plus ou moins justifiée d'ailleurs, du problème d'inflation à l'administration démocrate et à Joe Biden est quelque chose qui n'allait pas de soi, en tout cas sûrement pas pour les indépendants. Donc le populisme, l'erreur de ne pas avoir été plus spécifique sur ce que l'on souhaitait faire en matière de lutte contre l'inflation, et puis l'avortement qui a joué énormément pour mobiliser l'électorat démocrate, sachant que dans des élections de mi-mandat, la mobilisation est très importante. Le parti au pouvoir à la Maison-Blanche perd généralement des sièges parce que son électorat n'est pas très mobilisé. Cette année, la mobilisation chez les démocrates a été supérieure à la mobilisation ordinaire, en particulier parce qu'il y a des électeurs qui se décident avant tout sur une question et qui écartent toutes les autres. L'avortement est une de celles-là. On a beau être inquiet de l'inflation, pour certains électeurs démocrates, l'avortement est la chose la plus importante et ils se sont déplacés massivement pour aller voter. On pourrait rajouter aussi, et on le voit dans le Nevada, on le voit en Pennsylvanie, les démocrates ont compris que les règles du jeu avaient durablement changé dans le scrutin et que maintenant le vote par correspondance est très important et ils sont beaucoup plus forts que les républicains pour aller chercher des électeurs hésitants et leur demander de voter pour eux par correspondance. Je ne parle pas de fraude, je parle de l'utilisation de ces nouvelles règles du jeu qui ont été mises en place au moment du Covid et qui font que dans des circonscriptions qui sont très serrées, c'est le vote par correspondance qui va faire la différence. On l'a vu dans le Nevada où M. Laxalt était en tête et mardi soir et M. Laxalt qui a appris en gros sa défaite dimanche parce que toutes les voix qui ont été comptées par la suite dans les autres comtés ont rendu compte de votes par correspondance très largement pro-démocrates. Pierre-Yves Dugas, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre la suite à présent? Quelles vont être les conséquences d'un tel scrutin, même s'il n'est effectivement pas finalisé, mais on a quand même cette idée d'une sorte de blocage, de congrès partagé entre républicains et démocrates. Quelles seront les conséquences législatives et, de fait, les conséquences sur l'économie américaine? Alors on dit souvent, et nos invités il y a quelques minutes l'ont rappelé, que le blocage est une bonne chose aux yeux de Wall Street. C'est vrai parce que ça évite de très très grosses erreurs. Ce blocage, à condition que les républicains gagnent la majorité à la Chambre des représentants, veut dire que aucun des deux partis ne va pouvoir lancer une réforme très coûteuse, soit en augmentant fortement les dépenses sociales, soit en baissant massivement les impôts. Pour autant, si on entre en récession, les choses vont se compliquer. Il va être difficile
pour les républicains de dire on ne fait rien, on n'augmente pas les dépenses sociales. Il va être difficile aussi pour les démocrates de dire attention, nous n'allons pas réduire les impôts. Et on notera que Joe Biden, la semaine dernière, dans sa grande conférence de presse post-électorale, a ouvert la porte à des baisses d'impôts pour les classes moyennes. Alors, ça dépendra comment on va déterminer à quel endroit on met le curseur dans la classe moyenne. Mais si l'économie américaine entre dans une récession difficile, on risque d'avoir un peu des deux. C'est-à-dire un peu de baisse d'impôts, un peu d'augmentation de dépenses sociales, ça veut dire beaucoup plus de déficit. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Wall Street. Il y a des zones de collaboration tout de même possibles entre républicains et démocrates. Une dont nous avons souvent parlé au cours des dernières semaines, c'est la Chine. Bien sûr. Il y a un gros consensus bipartite pour être extrêmement ferme à l'égard de la Chine. Dernière question, donc, du coup, sur cette économie américaine, sur des sujets budgétaires, est-ce que cela peut poser problème sur l'année 2023, par exemple, Pierre-Yves Dugat ? Alors, les démocrates sont très contents du score qu'ils ont réalisé. Ils ont considérablement limité les dégâts, ils ont fait des progrès au Sénat, mais s'ils étaient aussi sûrs d'eux, ils ne seraient pas aussi inquiets de ce qui va arriver au plafond de la dette. Le vote sur le plafond de la dette est absolument essentiel pour la stabilité des marchés financiers mondiaux. Ce plafond de la dette, a priori, ne va pas être atteint avant le mois d'octobre prochain, et pourtant, ils veulent faire voter avant Noël le relèvement du plafond de la dette à partir du congrès qui est en place et non pas à partir du nouveau congrès qui va sortir des urnes et qui ne se mettra en place qu'au début du mois de janvier. Cela montre que, en dépit de la limitation des dégâts du Parti démocrate, les démocrates sont inquiets que ce blocage puisse pousser la droite républicaine à faire du chantage sur le relèvement du plafond de la dette, ce qui serait une catastrophe, naturellement, pour tout le monde. Merci beaucoup Pierre-Yves Dugat de nous avoir accompagnés dans le quart d'heure américain dans Smart Bourse. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes le correspondant américain de Smart Bourse. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 12h30 sur Bismart en direct pour un nouvel épisode de Smart Bourse. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.